Si vous venez de nous rejoindre sur Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur l'échiquier international. 124e jour de génocide sioniste à Gaza, plus d'une centaine de morts à déplorer durant les dernières 24 heures. Et c'est le moment choisi par le mouvement Hamas pour répondre justement à la proposition de trêve qui lui a été soumise par les deux pays négociateurs, à savoir l'Égypte et le Qatar. Le mouvement Hamas a proposé un plan de cessez-le-feu qui justement pourrait préserver la vie des Palestiniens à Gaza pendant 4 mois et demi. Une trêve en 3 étapes de 45 jours chacune, durant laquelle tous les prisonniers seront relâchés de part et d'autre lors d'échanges simultanés, à condition que l'entité sioniste retire ses forces déployées illégalement dans l'enclave de Gaza, manœuvre à la suite de laquelle un accord serait conclu entre les deux parties pour la fin de l'agression. La proposition du Hamas intervient en guise de réponse à la proposition des médiateurs, je le rappelle donc, qatariens et égyptiens. Parmi les points importants sur lesquels on va discuter ce soir figure la déclaration la nécessité de permettre un acheminement accru et permanent de l'aide humanitaire, s'engager dans la réhabilitation de tous les hôpitaux de l'enclave palestinienne ou encore l'échange et la restitution mutuelle des dépouilles des victimes. Nous en parlons dans l'échiquier international juste après ça. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Badis Renissa, expert en questions géopolitiques et internationales. Il est avec nous en direct depuis Paris. Bonsoir Badis Renissa, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors avant de basculer dans le débat, je vous propose justement d'écouter Izzat al-Rashq, membre du bureau politique du Hamas, dans cette déclaration. Hier soir, nous avons soumis notre réponse à la proposition de Paris à nos frères du Qatar et d'Égypte. Cela a été fait après des consultations intensives au sein de la direction du mouvement dans le pays à l'étranger, ainsi que des consultations avec nos partenaires des forces et factions palestiniennes. Grâce à cette réponse, nous tenions à y faire face dans un esprit positif pour mettre fin à l'agression contre notre peuple palestinien et garantir un cessez-le-feu complet et durable, ainsi qu'apporter des secours à notre peuple, de l'aide, des abris et de la reconstruction, ainsi que toutes les questions liées à l'allègement des souffrances de notre peuple palestinien qui souffre énormément à cause de ces massacres et de cette guerre d'agression nazie contre notre peuple. Badis Renissa, vous venez donc d'entendre et d'écouter avec nous Izzat al-Rashq. Quelle est d'abord votre lecture par rapport à cette déclaration du Hamas quant à la proposition de trêve, dite proposition de Paris, soumise par l'Égypte et le Qatar? Écoutez, ma lecture, d'abord en filigrane, il faut comprendre que cette proposition n'émerge pas ou n'émane pas du néant. Elle est une proposition qui fait effectivement suite à une base de discussion qui a été diligentée certes par les médiateurs, mais qui a été, je dirais, ardemment défendue par l'entité sioniste et notamment les États-Unis, puisque, rappelons-le, Anthony Blinken mène en ce moment une tournée au Moyen-Orient et d'ailleurs demain pour voir Israël et notamment pour lui imposer cette trêve. Donc tout cela sous-entend effectivement d'une manière très claire et limpide que cette proposition de trêve et cette négociation, en tout cas un accord qui vraisemblablement tourne vers le positif, démontre ou dénote clairement que sur le terrain, l'entité sioniste n'est pas en position de force comme elle veut l'entendre ou comme elle veut le croire elle-même, puisqu'elle essaye de se noyer dans des espèces de victoires chimériques ou factices, notamment militaires, mais en même temps, l'entité sioniste dit une chose et son contraire. Donc aujourd'hui, cette proposition du Hamas vient marquer, je dirais, un tournant dans cette guerre génocidaire contre le peuple palestinien, parce que c'est ça dont il est question. Ce n'est pas contre le Hamas, puisqu'à ce jour, faut-il le rappeler, il suffit de faire un bilan militaire et stratégique dans la région pour comprendre qu'effectivement, l'entité sioniste en est sortie affaiblie, fragilisée,
impopulaire au sein même de l'opinion internationale, et je ne parle pas des peuples ou des soutiens de la cause palestinienne, mais plutôt des États occidentaux et des États du monde. Donc, clairement, l'entité sioniste est en perte de vitesse, elle est même en perdition diplomatique, et quoi de mieux qu'effectivement essayer de lancer d'une manière occulte, d'une manière secrète, notamment une tentative de négociation à laquelle le Hamas a répondu. D'ailleurs, faut-il revenir juste sur les points abordés dans cet accord, qui sont nombreux, mais qui démontrent que le Hamas, mais notamment la résistance palestinienne, peuple inclus, est en position de force. Très bien. Justement, Badis Renissa, vous faites bien de le signaler, le Hamas en position de force. On témoigne justement la typologie de cette réponse à cet accord cadre dit proposition de Paris. Je le rappelle, une période de trêve de 4 mois et demi, donc le Hamas se projette déjà sur le long terme et vise un cessez-le-feu, il faut le dire, et peut imposer désormais un cessez-le-feu à l'entité sioniste, cessez-le-feu qui dénote, vous venez de le dire justement, de toute l'étendue de l'échec de cette agression barbare sioniste qui n'a pour le moment atteint aucun des objectifs présentés précédemment. Absolument. Et d'ailleurs, si on arrive à cette trêve, et certainement ça va être le cas, ça sera aussi le début de la fin, puisqu'il faut rappeler pourquoi il y a eu cette volonté délibérée, notamment de Netanyahou, je parle, de procrastiner notamment la trêve et le cessez-le-feu, et notamment aussi de s'inscrire dans le temps en matière de négociations pour libérer les otages. Les otages, en tout cas pour Netanyahou et son gouvernement extrémiste, je rappelle au passage, ce sont des éléments, je dirais, mineurs dans l'équation. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, ces manœuvres dilatoires, et d'ailleurs, il y a quelques minutes de cela, Netanyahou avait déclaré à la télévision israélienne, populisme oblige, j'ai envie de vous dire, qu'il a instruit l'armée, le Tsahal, en tout cas l'armée israélienne, de préparer une offensive terrestre, notamment sur Rafah. Rafah, que je rappelle, à ce jour, abrite plus de la moitié de la population de Gaza, quasiment 1 300 000 personnes. Donc, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il essaye tant bien que mal de cacher la vérité, cacher la réalité du terrain, notamment. Et là, je ne parle pas effectivement de la stratégie militaire, ou notamment les objectifs qui n'ont jamais été tangibles, ni palpables, ni aux yeux de l'opinion nationale israélienne, ni d'ailleurs aux politiques et aux responsables politiques israéliens, encore moins à l'opinion internationale ou aux États occidentaux, à leur tête les États-Unis, puisqu'elle n'y croit plus. Donc, tout cela pour dire effectivement que cette trêve, en tout cas la procrastination de cette trêve d'une manière unilatérale de Netanyahou, elle s'explique aussi, ou elle tire ses racines du fait qu'il essaye de gagner du temps. Du temps, on pourrait peut-être interpréter que des échéances électorales se jouent également aux États-Unis, donc oui, peut-être aussi le temps de voir l'élection pour un nouveau mandat de Donald Trump qui permettrait peut-être d'aider ou de soulager la pression exercée aujourd'hui sur l'entité sioniste, mais également aussi purement politique, à savoir en politique interne, puisque Netanyahou conçoit et persiste et signe que aujourd'hui cette trêve, ou en tout cas ce cessez-le-feu, signifierait la fin de sa carrière politique, signifierait la chute de son gouvernement, que je rappelle encore une fois, le plus extrémiste de l'histoire de l'entité sioniste, mais également signifierait le fait de devoir passer à la caisse, permettez-moi l'expression, le devoir d'aller rendre des comptes. Et là, je ne parle même pas de la Haye ou de la Cour pénale internationale. Je parle d'abord de l'opinion nationale israélienne qui est sous pression, qui exerce une pression d'ailleurs, à commencer en tête de pont par les familles des otages et les familles des victimes, puisqu'on parle aussi d'otages qui ont été savamment assassinés par l'entité sioniste. Donc un agrégat de plusieurs facteurs qui exercent une pression phénoménale sur l'entité sioniste, sur le gouvernement Netanyahou, mais encore une fois, on entend à travers cette je dirais, bérésina politique qu'il y a effectivement, et d'une manière palpable, une distorsion, une dissension, une division au sein même de la classe politique israélienne, puisqu'on entend ici et là de sources, on va dire,
crédibles, notamment d'anciens responsables, qui soient d'ailleurs d'organes sécuritaires ou même d'anciens ministres de la Défense, qui reconnaissent l'échec cuisant de l'entité sioniste. Et pour justement arrêter cette saignée, il faut déclarer un cessez-le-feu, il faut aller vers une diplomatie, en tout cas une solution diplomatique, une solution politique, à savoir la création et l'émergence de l'État palestinien. Mehdi Srenissa, justement, durant cette première étape de la proposition de trêve soumise par le Hamas qui durera 45 jours, l'on parle de la libération des prisonniers, femmes et enfants de moins de 19 ans, des malades, mais également des personnes âgées contre un certain nombre de prisonniers palestiniens. Là également, cela démontre tout succès diplomatique de la résistance palestinienne qui, après avoir justement imposé une rude résistance à l'entité sioniste sur le terrain et sur le front, en témoigne l'échec des nombreuses tentatives d'incursion terrestre entamées par l'entité sioniste. Ce succès diplomatique vient, permettez-moi l'expression, clouer le bec à la communauté internationale qui n'a pu rien faire, elle qui soutient en sa majorité l'entité sioniste depuis le début de cette agression. Elle n'a pu rien faire pour récupérer, comme elle le prétendait, les prisonniers détenus par la résistance palestinienne. Absolument, vous venez de le rappeler effectivement et à juste titre. Aujourd'hui, le contexte des négociations n'est pas le même, j'ai envie de vous dire. D'un point de vue résistance palestinienne, on est à la case départ, puisque le pourtour ou l'enveloppe de Gaza et les colonies en tout cas qui ont été implantées injustement sont encore vides. Des attaques ici et là sont toujours palpables et pour résister effectivement parfois même dans des zones dites sécurisées et pacifiées par l'entité sioniste. Donc encore une fois, d'un point de vue stratégie militaire, l'entité sioniste subit un échec majeur, en tout cas au lendemain du 7 octobre, sur l'aspect sécuritaire d'abord, et ses lacunes et ses défaillances, mais aujourd'hui à travers même une armée qui, faut-il le rappeler, comme une machine de guerre, n'a pas hésité effectivement à appliquer la politique de la terre brûlée, la politique de la destruction massive pour se créer ou se frayer un chemin de victoire, un semblant, je dirais, de chemin de victoire. Mais la réalité est tout autre, encore une fois, même si vous l'avez rappelé, effectivement, cela aujourd'hui a cloué le bec à l'Occident notamment, avec cette impartialité tronquée, j'ai envie de vous dire, de la part notamment de certains États comme les États-Unis qui troquent, j'ai envie de vous dire, les aides humanitaires contre la continuité du génocide. Ça n'a pas de sens, j'ai envie de vous dire, pour un État puissant comme les États-Unis. Mais encore une fois, lobbying oblige et soutien indéfectible oblige. Aujourd'hui, encore une fois, pour ma part, de mon point de vue, les lignes ont bougé, ont nettement bougé, notamment en Occident, notamment aux États-Unis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, la posture de l'entité sioniste est une posture d'entité fragilisée, affaiblie encore une fois et divisée, ce qui explique aujourd'hui pourquoi il y a ce marathon diplomatique, tant par certains États, notamment comme l'Algérie, au sein du Conseil de sécurité, faut-il le rappeler, mais également comme les États-Unis avec cette visite, comme j'ai expliqué, d'Anthony Blinken, qui souhaite imposer cette trêve, une trêve qui permettrait une espèce d'échappatoire, notamment inavouée, de l'entité sioniste pour essayer, encore une fois, d'éviter de se voiler la face, mais surtout éviter de décrédibiliser son image qu'elle a mis quasi 70 ans pour construire. Très bien, Mehdi Srenissa, justement, la résistance palestinienne menée en chef de file par le Hamas tente justement de se projeter dans l'avenir de l'après-Gaza. Autre preuve que tout a été préparé, savamment négocié, étudié en interne, comme le signifiait Aizat Reshk que l'on vient d'écouter tantôt. En témoignent également les propositions de réhabilitation, de reconstruction, mais également d'entrée massive d'aide humanitaire pour permettre justement le redémarrage de la mise en service des hôpitaux et permettre à cette population acculée, martyrisée depuis, je le rappelle, 124 jours, de respirer enfin.
Absolument. D'ailleurs, on voit bien que dans cette négociation, cet accord en tout cas, il y a une espèce de priorisation des points, et notamment à commencer par le plus urgent. L'urgence de la situation dicte l'urgence de l'action. Donc, notamment, vous l'avez rappelé, le système médical qui s'est effondré, je dirais volontairement par je dirais, les postures, notamment de l'entité sioniste, à savoir détruire les hôpitaux, détruire les fondations du système médical pour justement accentuer cet assassinat programmé, parfois instantanément, parfois à petit feu, à travers des maladies, mais aussi à travers une autre arme qui est la famine, en 2024, je le rappelle. Mais encore une fois, je reviens sur cette approche pragmatique, notamment de la résistance palestinienne. Et là, je ne parle pas que du Hamas. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la force aujourd'hui pour contribuer à la victoire générale du peuple palestinien, qu'il soit d'ailleurs à Gaza ou la Cisjordanie, qui eux aussi contribuent, je dirais, dans un élan très important en matière de résistance dans cette victoire. Donc l'unité des factions, notamment de la résistance palestinienne, l'unité des factions avec le peuple palestinien, puisqu'il faut rappeler que l'entité sioniste a essayé de diviser ces deux axes pour qu'elle puisse effectivement affaiblir la résistance. Mais elle a oublié que c'est tout un peuple qui aujourd'hui est vent debout aux côtés de sa résistance pour non pas avoir des passe-droits, pour non pas avoir des droits, je dirais, mineurs, mais plutôt pour avoir sa propre indépendance et pouvoir enfin voir l'émergence de l'État palestinien avec sa capitale, Jérusalem. Donc, je reviens encore une fois sur cet accord. Je n'exclus pas en tout cas qu'il soit révisé d'une manière drastique par l'entité sioniste, puisque quelque part, c'est une bouée de sauvetage qui lui permettrait de déguiser son retrait, même si, encore une fois, Netanyahou vient de déclarer l'instruction de commencer ou de préparer l'offensive sur Rafah, mais à cela s'ajoutent plusieurs facteurs qui permettraient en tout cas de constituer un obstacle, puisque Rafah est sur les bordures de l'Égypte, Oui. L'Égypte qui est en même temps intermédiaire majeur et surtout sérieux avec le Qatar, notamment en matière de négociation. Rappelez-vous justement de l'avenue Philadelphie qui effectivement borde toute la côté Rafah, dans laquelle l'Égypte avait refusé toute intrusion ou toute tentative en tout cas d'opération militaire de la part de l'entité sioniste. Donc je pense qu'aujourd'hui l'entité sioniste est je dirais dans le coin et cernée et acculée par effectivement les choix qu'elle avait faits, les choix que Netanyahou avait faits et qui va devoir encore une fois rendre des comptes et dans lesquels aussi aujourd'hui il se retrouve face à la résistance palestinienne, face au peuple de Gaza, affaibli mais surtout illégitime et décrédibilisé aux yeux même de l'opinion internationale, puisque je rappelle les Nations Unies à leur tête, Antonio Guterres, avait déconseillé vivement effectivement toute opération irresponsable, notamment à Rafah, ce qui explique qu'effectivement il y a une espèce de désolidarisation, certes tardive, certes parfois hypocrite, mais aujourd'hui qui marque le coup d'un virage important, d'un point, je dirais, de bascule qui consiste à forcer, à pousser en tout cas à arriver à une trêve et commencer peut-être un long processus de négociation politique dans lesquels, encore une fois, autour de la table des négociations, les factions palestiniennes et notamment à leur tête le Hamas seront en position de force. Les observateurs d'Israël Nissa du monde entier attestent aujourd'hui que le Hamas paraît plus engagé dans une recherche de solutions négociées que l'entité sioniste qui est de plus en plus, et notamment si elle n'accepte pas cette proposition de trêve du Hamas qui paraît plus en plus dans le rôle de l'entité terroriste qui veut coûte que coûte se venger de son échec. Justement, quelles sont les chances aujourd'hui de voir cette proposition aboutir, d'autant plus que vous l'avez rappelé en début d'émission, le soutien populaire, notamment dans les rues, et clairement du côté des Palestiniens fragilisés, martyrisés, vous l'avez dit, mais des Palestiniens encore debout. Absolument. Écoutez, je pense qu'en tout cas, ces accords iront jusqu'au bout.
peut-être avec une pression supplémentaire, notamment des États-Unis, mais pas que. Mais il faut rappeler encore une fois que le contexte a changé si on compare peut-être rétrospectivement avec les négociations auparavant qui ont abouti d'ailleurs à la libération d'otages et la libération d'ailleurs de détenus politiques et de détenus de résistants, notamment palestiniens. Donc le contexte est tout autre aujourd'hui puisque, comme vous l'avez dit, 4 mois après, le peuple israélien a l'impression d'avoir fait du surplace, d'une part. D'autre part, les problématiques se sont accentuées en politique interne, économiquement parlant, socialement parlant. Les familles des otages exercent une pression plus importante puisque certaines familles ont perdu à jamais les membres de leur famille détenus otages et qui ont été pour certains assassinés par des bombardements massifs et aveugles contre le peuple gazaoui. Donc à cela s'ajoute bien évidemment la déliquescence de la classe politique et notamment du gouvernement Netanyahou qui aujourd'hui cherche un échappatoire, cherche une voie de sortie par le haut, entre parenthèses, pour essayer de cacher un échec. Mais il faut pas oublier aussi en perspective que les États-Unis va jouer un rôle prépondérant, va peut-être peser de son poids dans l'aboutissement de cette trêve, peut-être une trêve customisée, une trêve peut-être revisitée sur certains points, mais encore une fois, trêve il y aura, puisque aujourd'hui elle permettra non seulement de venir en aide à un peuple démuni, à un peuple martyrisé, à un peuple affaibli. Je rappelle que une mission de médecins sans frontières français est revenue en France aujourd'hui, qui ont déclaré revenir de l'enfer, qui ont déclaré également des morts injustifiées, des morts illégitimes. C'est pour vous dire qu'effectivement, une pression grandissante qui s'illustre d'ailleurs par la Cour pénale de La Haye et son jugement, qui s'illustre aussi par les actions menées par d'autres États comme l'Algérie en locomotive au Conseil de sécurité pour faire valoir ce droit et ce jugement pour qu'on puisse décorréler effectivement l'impunité de l'entité sioniste avec aujourd'hui ce qui se passe à Gaza et notamment l'aboutissement à un cessez-le-feu en priorité absolue. Donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui cette trêve, elle a la chance d'aboutir dans sa forme, en tout cas peut-être originelle, peut-être revisitée, elle a cette chance d'aboutir puisque elle fait consensus déjà dans le monde arabe, elle fait consensus aussi en Occident, elle fait consensus également et surtout au sein même de l'entité sioniste, du peuple israélien, qui veut en cela un retour dit à la normale, à une vie, un semblant de vie normative, pour qui ça lui permet de reconstruire, mais de revenir aussi par exemple pour, je rappelle, des centaines de milliers de colons qui aujourd'hui sont dispersés à Tel Aviv, à Ashkelon ou d'autres villes, dans l'attente justement de cette trêve, dans l'attente de ce cessez-le-feu tant attendu. Badis Renissa, justement, entre 50 et 61% des bâtiments de la bande de Gaza ont été endommagés ou partiellement ou totalement détruits. Un long chemin de reconstruction et de réhabilitation de cette enclave palestinienne attend la Palestine, la résistance, les Gazaouis, mais également le monde, car si trêve il y a, si cessez-le-feu il y a, rien ne pourra et rien ne devra recommencer comme avant. La Palestine devra justement poursuivre son chemin, y compris au sein des Nations Unies, pour se faire reconnaître en tant qu'État de plein droit. Un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Je rappelle que les Palestiniens ont payé un lourd tribut de plus de 27 700 martyrs jusque-là. Quel est votre sentiment par rapport à la suite, Badis Renissa, brièvement si vous le voulez bien? Écoutez, je pense que malgré toutes les tentatives par le passé génocidaires, de guerre, de tentatives de déstabilisation de l'entité sioniste sur plusieurs aspects, Gaza et la Palestine est toujours debout. Rappelez-vous 2008-2014, la reconstruction par la suite. Donc je pense que encore une fois, la Palestine n'est pas une histoire de bâtiment, une histoire d'infrastructure. La Palestine, c'est une histoire d'un État qui doit émerger, d'un État qui doit être fondé selon les résolutions onusiennes, selon les droits fondamentaux, à savoir le droit international, le droit humain, le droit de l'indépendance et de jouir de son avenir au sein même de son pays avec toutes les libertés qu'il faut. Donc je pense que
la Palestine est éternelle. Et aujourd'hui, avec le déluge d'Al-Aqsa, et notamment au lendemain de 7 octobre, le Hamas et la résistance a peut-être mis en échec un projet qui s'inscrivait plutôt dans un cycle sans fin, un projet qui a été de plus en plus soutenu et alimenté, renforcé et consolidé même parfois par la normalisation de certains États. Donc aujourd'hui, il y a eu cette rupture, il y a eu ce point de bascule dans lequel en tout cas la Palestine verra le jour comme État. Et je pense que ce jour se rapproche à chaque fois que l'entité sioniste persévère et persiste dans son entêtement aveugle à faire de cette entité, comme elle l'a été déjà par le passé, une entité génocidaire, une entité impopulaire, une entité vomi et détestée, non pas par le peuple palestinien, mais aussi par le monde entier. Merci Badis Renissa, expert international en politique internationale et en relations internationales. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet échiquier international. Rendez-vous dès demain. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.